nous allons discuter du guide d'entretien, notamment de l'élaboration du guide d'entretien. Je vais vous le resituer dans le cycle de l'étude, de la recherche que vous menez. Après avoir recueilli une commande, analyser cette commande ou cette demande pour en faire un sujet d'étude ou un sujet de recherche, avoir utilisé une documentation bibliographique qui permet de problématiser ce sujet, de mobiliser des concepts théoriques pertinents. Il y a eu la phase de construction d'hypothèses, qui est une phase parallèle avec la construction des questions de recherche ou des questions de l'étude. Une fois que cette question et ces hypothèses sont construites, on a défini des variables, point absolument fondamental et souvent négligé. Nous sommes entrés dans le choix des méthodes. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs méthodes possibles pour renseigner ces variables, et parmi celles-ci, l'entretien, et nous arrivons au guide d'entretien. Donc ce guide d'entretien doit être tout le temps lié avec ce que je viens d'énoncer, qui est en amont. Ne jamais perdre cela de vue. Dans le cas d'entretien semi-directif, nous avons dit que nous sommes dans une phase exploratoire qui traite avant tout, qui va traiter avant tout d'aspects qualitatifs. S'il s'agit de comprendre, par exemple, un repas, comment s'organise un repas, voir ce qu'il y a sur une table, il est bien évident qu'il faut comprendre si on a affaire à des fourchettes, des verres, des assiettes, avant de pouvoir les compter. Ça paraît très trivial de dire ça, mais resituez-vous dans vos propres travaux, ou projetez-vous dans des travaux que vous envisagez, et bien souvent, on commence à compter des choses sans les avoir qualifiées. Un exemple qui va être dans nos domaines d'études ou de recherche, qui concerne par exemple le charbon de bois. Avant de peser un sac de charbon de bois, de compter les sacs de charbon de bois qui sont produits, il est nécessaire de comprendre ce qu'est le produit charbon de bois. D'où il vient, donc d'un arbre, comment il est produit, par une combustion, par qui il est produit, pourquoi il est produit, avant d'aller savoir le prix qu'il va être vendu, le poids d'un sac, en faisant plusieurs pesées par exemple, ou en demandant à la personne combien il pèse, quitte à avoir une triangulation par la pesée, en allant compter sur une route le nombre de camions qui passent transportant N ou X sacs de charbon, il faudra bien avoir compris ce qu'est ce produit, à quoi il sert et ce qu'il représente pour les différents acteurs. Donc, il s'agit de connaître l'objet, de le qualifier avant de quantifier. Voici le distinguo entre le qualitatif et le quantitatif. La recherche du qualitatif passe par des questions ouvertes. La recherche du quantitatif passe par des questions plutôt fermées. Les questions ouvertes appellent des réponses qui sont plus longues que celles qui sont appelées par les questions fermées. Une question ouverte, par exemple, pourra être « Quelles sont vos activités ?» La personne va pouvoir décliner ses activités. Si vous trouvez que la personne ne développe pas l'explication de ses activités, vous pourrez avoir recours à des questions de relance. Je vais y revenir dans un petit moment. La question fermée sur du quantitatif va être, par exemple, combien avez-vous produit de sacs de charbon de bois, pour reprendre cet exemple. Combien avez-vous de
mère allaitante dans votre élevage de bovins. Les mots sont différents. Les questions qui commencent par « quel » vont offrir une ouverture, alors que le « combien » va tout de suite fermer une question. Il est des situations où il est nécessaire d'introduire une question ouverte par un verbe, pour qu'elle ne soit pas trop abrupte. Une fois l'entretien lancé, ce sera moins nécessaire et ce sera mieux d'éviter ces verbes. Donc ces verbes peuvent être « racontez-nous ce que vous avez fait depuis que vous êtes installé ici ». Mais si vous dites « racontez-nous », ce n'est pas la même chose que « expliquez-nous ». Donc il faut que vous soyez attentif à la nature du verbe qui peut introduire un biais ou une direction que vous ne souhaitez pas. Il peut introduire une direction que vous souhaitez. À ce moment-là, ne vous en privez pas. Le raconter va vous donner un récit. Le expliquer va vous donner une argumentation. Soyez-en conscient et en fonction de ça, utilisez un verbe ou l'autre ou pas de verbe. Bon, lorsque je vous parlais des questions ouvertes et fermées, je vous avais parlé des questions spécifiques. Alors les questions spécifiques, il y a les questions de relance, les questions de précision et les questions de clarification. Donc une question de relance, votre interlocuteur va être sur un sujet et vous voulez qu'il approfondisse. Finalement, la question de relance, une fois qu'on a bien compris ce que c'est une des choses les plus faciles à mettre en œuvre et qui fonctionne très bien. Il s'agit de reprendre brièvement la formulation de la personne et de l'inviter à en dire plus. La question de précision va être de formuler quelque chose de nouveau, une question nouvelle sur un point que vous souhaitez que la personne approfondisse. À propos de telle chose, pouvez-vous préciser, tout simplement, ou à propos de telle chose, pouvez-vous préciser comment vous gérez les reproducteurs. La question de clarification porte toujours sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Il suffit de dire simplement « je n'ai pas compris telle chose, pouvez-vous me l'expliquer ?» Dans le guide d'entretien, il s'agit de travailler sur l'adaptation du vocabulaire. Donc ce qui est dans notre tête, ce qui est clair pour nous, n'est pas forcément pour l'autre. L'autre a une autre culture et il s'agit d'adapter son propre vocabulaire à cette culture-là. Quand bien même vous restez dans votre propre langue. Donc moi, en tant que Française, si je vais voir des agriculteurs français, des maires français, des responsables d'associations françaises, je ne vais pas employer le même vocabulaire pour l'un ou pour l'autre. Je vais faire une traduction comme l'a défini Calon, pour pouvoir être comprise et pour pouvoir récupérer l'information que je souhaite avoir pour renseigner les variables que j'ai établies en amont. Dans le travail que vous avez à faire dans la constitution de votre guide d'entretien, donc qui va se décliner sous forme de quelques questions, des questions ouvertes, peu nombreuses, mais suffisamment bien faites pour qu'elles aient toute la puissance pour vous donner l'information que vous recherchez. Donc dans la formulation de ces questions, vous vous attacherez à avoir une forme personnelle, adressée à votre interlocuteur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous employez un pronom, le pronom « vous » pour la personne, et pas une forme impersonnelle qui passe par « il ». Vous allez dire quelles sont vos activités. Autre exemple, comment voyez-vous l'évolution du paysage? Et c'est surtout quand il y a une traduction dans une autre langue que le glissement vers l'impersonnel se fait. Votre traducteur va dire « il a dit que », il vous demande que, et non, il doit vraiment traduire comment voyez-vous l'évolution du paysage. Donc c'est surtout par rapport à cette
ce passage par la traduction que l'impersonnalité peut arriver et vous deviez être très vigilant là-dessus. Votre traducteur doit poser la question comme vous l'avez formulée, avec cette adresse directe à votre interlocuteur. Il est nécessaire de prendre en compte le statut, la position de votre interlocuteur. Soit vous avez choisi cet interlocuteur pour un statut précis et vous l'interviewez en tant que maire, en tant qu'agriculteur, en tant que commerçant. Cependant, les acteurs peuvent avoir différents statuts, différentes positions. Et vous pouvez soit les connaître à l'avance et avoir choisi d'interviewer cette personne sur un statut ou sur plusieurs statuts, mais à tout moment, vous devez vous poser des questions et savoir où vous en êtes. Si vous parlez en tant que maire, en tant qu'agriculteur, ou même un mélange des deux. L'homme est pluriel, comme a dit Lahire, et cette pluralité, elle peut être effective. Je peux parler à plusieurs titres. Je peux parler en tant que chercheuse, mère de famille, en tant que femme, ou seulement en tant que chercheuse, et sans tenir compte de mon statut de femme. Donc ça, il faut que vous l'appréhendiez. Soit vous posez la question à la personne, en tant que mère, pouvez-vous me dire cela? Ou si la personne parle, vous pouvez lui faire expliciter si c'est en tant que mère ou en tant qu'agriculteur, ou si c'est un mixte indéfini des deux qui peut exister sur certains sujets. Nous venons de voir 4 points. La nature de l'étude ou de la recherche en termes de qualitatif, quantitatif, qui s'exprime au travers également de la nature des questions, ouvertes, fermées. Nous avons vu l'adaptation du vocabulaire, on a évoqué le mot de traduction. Le 4e point portait sur le statut, la position de votre interlocuteur. Et ce 5e point parle de l'ordre des thèmes à aborder, d'un minimum d'ordre. Certes, l'entretien semi-directif permet un ordre variable dans les thèmes abordés. Il permet, et il faut avoir cette liberté pour la souplesse, un meilleur échange, une mise en confiance, ne pas passer d'un propos dit par l'interlocuteur à quelque chose que vous voudriez voir évoqué tout de suite. Non, il faut une certaine patience aussi. Néanmoins, ça ne peut pas être fait dans n'importe quel sens. Il faut partir du plus général et aller vers le plus particulier. Si on travaille sur la représentation que les acteurs ont du paysage, on ne va pas commencer par ça et ensuite demander aux gens qu'on va voir ce qui est le plus important pour eux. On va commencer par ce qui est le plus important pour eux et ensuite on verra où le paysage se situe dans leurs préoccupations. Si vous commencez par le paysage, vous ne pourrez pas après en savoir la valeur relative par rapport à d'autres thèmes possibles.